Bon, comme tu as tout dit ou presque, donc il est aussi psychologue clinicien et il a publié en 2020 un joli ouvrage dont il nous dira peut-être quelque chose d'ailleurs à l'instant, qui s'intitule Les Affranchis chez RS sur la toxicomanie actuelle. Et puis, parmi ses autres publications ou travaux, il a participé à ce passionnant dictionnaire de psychanalyse avec les enfants qui est sorti en 2021, que je vous conseille aussi de regarder. Thierry, donc, Roth, c'est à toi. Et de façon très directe, allons-nous enfin en finir avec le sexe? Oui, bon, je voudrais pas vous couper l'envie de rester après. C'est un titre un peu provocateur et en même temps tout à fait actuel et qui suit un peu ce que Stéphane vient de dire sous une autre forme. Mais effectivement, est-ce qu'on peut enfin sortir de ce cercle, par exemple? Vous savez sans doute que Freud a pu espérer, penser que la levée éventuelle des barrières morales, des restrictions religieuses et autres sur la sexualité allait pouvoir libérer ses contemporains de leur malaise sexuel et de leur névrose. Il le dit à pas mal d'endroits, notamment dans le malaise dans la civilisation, sans naïveté aucune. Hein. Je veux dire que à la fois il y croit et en même temps il pense que ça impliquerait d'autres problèmes. J'ai pris une ou deux citations pour vous du malaise. Il dit par exemple: l'homme devient névrosé parce qu'il ne peut supporter le degré de refusement, bon c'est une traduction un peu littérale, le degré de refusement que lui impose la société au service des idéaux culturels. Ou encore un peu plus loin, le progrès de la culture est une perte de bonheur de par l'élévation du sentiment de culpabilité. Donc Freud espérait, il pensait que si on pouvait enfin lever toutes ces barrières à la sexualité, la culpabilité pourrait disparaître et avec elle une bonne part des névroses. Cependant, non seulement il n'était pas tout à fait sûr, il le dit à un moment, que la pulsion sexuelle ne soit pas structurellement destinée à avoir quelques limitations dans sa satisfaction, mais surtout, il craignait que cette levée de toutes ces barrières crée un lien social et un travail de la culture tout à fait difficile et éventuellement dangereux. Et donc il espérait un équilibre, je crois que c'est son terme, un équilibre entre les revendications pulsionnelles individuelles et les contraintes nécessaires à la culture, à la civilisation. Mais clairement, il pensait que la levée des barrières morales, on pourrait presque dire patriarcales aujourd'hui, permettrait une levée des névroses. Alors on peut se demander où est-ce qu'on en est aujourd'hui, car le moins qu'on puisse dire est que dans les pays, en tout cas occidentaux, la levée a eu lieu. Et donc, nous sommes arrivés depuis une bonne cinquantaine d'années à une société où l'encouragement, la contrainte à refouler a plutôt laissé la place à une possibilité d'exhiber toutes les jouissances et toutes les particularités des envies de chacun, pour le dire simplement. Alors, je ne vais pas parler du tout de l'aspect justement plus social, c'est-à-dire que comme Freud le craignait, cette levée a impliqué évidemment un lien social rendu facilement plus violent, plus précaire, fait d'invectives, volontiers même sous pseudo, sur le net et compagnie, des choses comme ça, de dénonciation permanente, de débats toujours difficiles, de révoltes toujours pas très loin de nous, on le voit encore en ce moment, et avec ce risque que Freud déjà avait noté, et qui a été aussi noté plus implicitement par Lacan, souvent aussi par Charles Mellement,
ce risque d'un retour d'une autorité réelle, volontiers totalitaire, pour remettre de l'ordre. C'est un risque. Mais je ne vais pas prendre la pente de l'aspect de clinique sociale, puisqu'on est sur une journée sur la sexuation et un titre assez explicite pour que j'essaye de m'y tenir un petit peu. Donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans la sexualité, on va dire, des jeunes, de ceux qui ont grandi et qui ont bénéficié de cette levée que Freud pouvait espérer, tout en la craignant un peu. Est-ce que vraiment le bonheur est au rendez-vous, au moins individuel? La clinique montre que pas vraiment, ou en tout cas pas tout à fait. Alors il y a certes une sexualité globalement chez les jeunes plus facile que ce qu'il en était pour leurs aînés. Une sexualité que par exemple Marcel Gauchet a pu souvent spécifier de ludique, qui est un terme que je trouvais assez bien choisi. Une sexualité ludique, quelque chose de plus facile au sens où les contraintes précédentes, de culpabilité, les symptômes de frigidité également, sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'étaient dans les générations précédentes. Donc une sexualité qui effectivement s'est un peu libérée, même beaucoup, et qui a permis une approche de cela globalement, hein, on est toujours là dans la globalité, globalement plus facile. Mais, et c'est là qu'il y a évidemment un mais, d'abord, on peut dire que les statistiques officielles, si tant est qu'elles nous intéressent, mais je ne vois pas pourquoi elles ne nous intéresseraient pas, toutes les statistiques montrent, dans les pays occidentaux comme la France et d'autres, que globalement, les jeunes ont moins de rapports sexuels qu'avaient leurs parents ou leurs grands-parents au même âge. Ce qui pourrait venir surprendre, mais toutes les statistiques le montrent, et la clinique nous permet de l'entendre également. Alors, c'est étonnant. Donc, une approche de la sexualité plus facile, moins contraignante, globalement moins symptomatique, surtout chez les femmes. Il y a paradoxalement parfois plus de difficultés du côté des hommes, mais globalement donc une sexualité plutôt ludique et facile, et en même temps qui a cette particularité sans doute nouvelle de ne plus tellement engager subjectivement celui qui s'y prête. C'est-à-dire que les jeunes vont se rencontrer via toutes ces applications très facilement, très rapidement. Et d'ailleurs, les statistiques qui disent que les jeunes ont moins de rapports sexuels globalement que leurs aînés disent aussi qu'ils ont beaucoup plus de partenaires globalement qu'avaient leurs aînés. C'est-à-dire que les rencontres se font beaucoup plus facilement, mais se font sur un mode qu'on pourrait presque appeler de la gymnastique, comme avait dit une patiente une fois. On a fait une sorte de gymnastique sympathique hier soir. Bon, c'était une manière de parler d'une rencontre Tinder. Donc, une sexualité plus facile, mais qui n'est pas tellement investie subjectivement. Et à côté de ça, des jeunes qui, eux, se retrouvent investis dans des vies de couple volontiers amoureux et très unis, qui, eux, délaissent très rapidement, pas toujours totalement, mais en tout cas délaissent relativement leur vie sexuelle. Ceci au profit de toutes sortes de jouissances, partagées ou pas, ensemble, qui vont des produits divers, des soirées arrosées de toutes sortes de choses, alcool, drogue, etc., mais aussi au profit de tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire de passer la nuit à regarder la nouvelle série Netflix, très tendrement dans les bras l'un de l'autre, ou toutes sortes d'autres choses, partagées ou pas, c'est-à-dire chacun dans son coin avec son écran, ou chacun l'un contre l'autre devant le même écran. Mais en tout cas, toutes sortes de jouissances bien plus faciles, bien plus agréables peut-être, bien plus directes, se proposent à eux. Donc, cette jouissance sexuelle libérée n'est plus au sommet de la pyramide des jouissances, comme elle l'était pour Freud, où toutes les pulsions partielles devaient se réunir dans la pulsion génitale, qui était un peu comme ça l'aboutissement. Nous avons aujourd'hui des tas de jouissances. Pourquoi ? Parce que ces progrès dont j'ai parlé en débutant, ce sont des progrès qui ont été à la fois techniques, médicaux et accompagnés, je dirais, de cette levée des barrières morales ou patriarcales, on pourrait dire, qui était presque nécessaire pour que la production de tous ces nouveaux objets et de tous ces progrès
médicaux ou technologiques ou techniques, etc., pour que la production de tout cela puisse s'écouler, puisse avoir un intérêt. Il fallait bien que ces barrières cèdent. Et donc, nous arrivons aujourd'hui à une clinique qui est beaucoup plus centrée sur la jouissance que sur le désir. Jouissance de tous ces objets à profusion, dont les drogues ne sont que le paradigme, mais enfin, personne, je suppose, n'a oublié son téléphone portable ce matin. On est tous dans un état plus ou moins grave d'addiction à l'égard des objets, en tout cas de dépendance. Le désir, pour Lacan, est centré sur un objet que Lacan avait appelé, vous le savez probablement pour la plupart d'entre vous, l'objet petit a. Et cet objet, c'est un objet qui échappe toujours du fait du langage. Chaque signifiant renvoie à un autre signifiant, et l'objet qui pourrait nous faire courir nous échappe toujours. Cet objet petit a, c'est cet objet qui échappe indéfiniment, d'où le terme de a qui renvoie aussi à l'œuf, à l'infini. Et cette clinique actuelle de la jouissance ou des jouissances a cette particularité qu'elle est axée sur toutes sortes d'objets qui viennent obturer cette dimension du manque et de l'objet petit a. Dès lors que ce qu'on a pu appeler la fonction paternelle est aujourd'hui délégitimée, rejetée, récusée, on a des sujets, pour reprendre le titre du livre dont Anne parlait à l'instant, des sujets qui se trouvent affranchis du nom du Père, c'est-à-dire à la fois libres, libérés de cette contrainte, et en même temps, c'est le cas de le dire, sans repère, livrés à cette foire aux jouissances. Et donc, logiquement, la jouissance sexuelle devient une jouissance parmi d'autres. Une jouissance parmi cette foire aux jouissances, c'est quelque chose que Melman avait noté déjà dans L'Homme sans gravité il y a 20 ans. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir ou pas, finalement, qu'on ait accès à toutes sortes de jouissances plus ou moins nouvelles, et qui finalement sont plus simples, peut-être plus propres, moins compliquées, plus faciles d'accès, plus égalitaires que la jouissance sexuelle. Car évidemment, la jouissance sexuelle implique le passage par l'autre, ce qui en fait à la fois la richesse et aussi une forme de contrainte. Ces jouissances objectales actuelles sont des jouissances qui sont tout à fait attirantes parce qu'elles sont souvent faciles d'accès. Elles sont tout à fait égalitaires, et en même temps désexualisées, c'est-à-dire que ce sont les mêmes pour les deux sexes. Hein. Ils jouissent des mêmes objets, des mêmes produits, des mêmes séries, des mêmes nouveautés, etc. Donc ce sont des jouissances qui ont cette particularité d'être directes, solitaires, asexuées et illimitées. Ça en fait un problème, ça, ce côté illimité. Qu'est-ce qui fait la limite de ce type de jouissance, si ce n'est la limite de l'organisme? Ce qui vient faire point d'arrêt à la jouissance, aussi bien d'un alcoolique que d'un toxicomane, que d'un addict aux jeux vidéo, que d'un addict à toutes sortes de choses, au casino ou simplement à Netflix, c'est l'épuisement du corps. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, à l'extrême, c'est l'overdose ou le coma éthylique dans certains cas. Mais en tout cas, c'est l'épuisement du corps. La limite n'est plus symbolique, elle est réelle. Ce qui est évidemment un peu différent de ce qu'il en est dès lors que la jouissance phallique et sexuelle est monopolisée dans l'affaire. Cette jouissance de l'objet, c'est une jouissance qui est déconnectée du phallus, et donc, d'une certaine manière, là aussi c'était une notation que Charmaine faisait déjà dans L'Homme sans gravité, c'est une jouissance qui n'est même pas autre au sens lacanien, car la jouissance autre est autre par rapport à la jouissance phallique. Elle est en lien malgré tout à la jouissance phallique. C'est cette jouissance féminine que Lacan dira supplémentaire, mais supplémentaire par rapport au tout phallique masculin. Cette jouissance de l'objet se passe tout à fait aussi bien de la castration que du phallus. Donc, c'est même pas tout à fait une jouissance autre. C'est encore une autre jouissance, pour le dire comme ça, une jouissance d'objet, une jouissance objectale, qui prend une place tout à fait importante, au point de faire que beaucoup de jeunes délaissent, voire parfois même complètement, la sexualité au profit
de ces autres jouissances. Alors faut-il un peu s'en réjouir, c'est-à-dire que finalement ce sont des jouissances faciles, égales, les mêmes pour tous et pour toutes, ou est-ce que on peut s'en inquiéter? C'est bon? D'accord. Bon. Donc, il y a au moins deux petits soucis dans cette évolution qui, par ailleurs, a aussi toutes sortes d'avantages, de progrès au sens positif du terme. Comme les cliniciens s'intéressent plus à ce qui ne va pas qu'à ce qui va, je vous parle plus de ce qui ne va pas. On pourrait se féliciter d'une égalité entre les sexes qui a progressé, d'une tolérance pour l'homosexualité ou même pour la transsexualité, de toutes sortes de progrès divers dont on ne peut que se réjouir. Mais, puisqu'on est là en tant que clinicien, mettons l'accent sur deux choses qui posent souci, au-delà de ce que je viens même de dire sur la jouissance illimitée, qui évidemment pose problème, et cette jouissance qui, par ailleurs, a un côté très solitaire, malgré tout. Même si ça se fait à plusieurs, c'est quand même toujours chacun avec son produit, chacun avec son écran, chacun avec sa propre jouissance. Ça ne réunit pas forcément. Mais donc, il y a au moins deux soucis, moi, qui m'embêtent dans cette évolution. D'abord, contre une éventuelle attente qu'on aurait pu avoir, la guerre des sexes continue. Alors là, c'est quand même un comble, c'est-à-dire que cet égalitarisme qu'on a mis en avant, cette émancipation tellement souhaitée des femmes, cette tolérance tellement souhaitée et souhaitable aussi des homosexuels, etc., etc., tout cela aurait pu amener à une tolérance et finalement un vivre ensemble finalement tout à fait amélioré. Eh ben non, c'est absolument pas le cas. On peut même se demander si ce n'est pas encore pire qu'avant, cette guerre des sexes. C'est-à-dire qu'au-delà, par exemple, de la dénonciation pour le moins normale et souhaitable des excès ou des violences masculines envers les femmes, on entend bien qu'il y a de plus en plus une méfiance ou une dénonciation de tout désir phallique, de tout désir mâle, donc, et une guerre entre les sexes qui n'est pas du tout arrangée. Lacan avait introduit cette notion du patou phallique concernant la femme. C'est pas rien, patou phallique. L'homme, il est borné, l'homme, il est tout phallique. Quand on dit l'homme, c'est pas forcément l'homme anatomique, hein. C'est le sujet qui va se mettre du côté homme des schémas de la sexuation. Je pense que Jean-Pierre Lebrun vous en reparlera tout à l'heure à propos du schéma de la sexuation ou des formules de la sexuation. Mais celui qui est du côté homme, le plus souvent anatomiquement homme, mais pas forcément, celui qui est du côté homme, il est borné. Il est borné par un phallus dont il est affligé, disait Lacan. Il n'en est pas spécialement fier, il croit qu'il en est fier parfois, mais il en est surtout affligé. Bon. Mais du côté femme, Lacan met les femmes du côté patou phallique. Patou phallique, ça veut dire, c'est pas tout pas phallique, c'est pas phallique, c'est patou phallique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas toute du côté phallique, elle est aussi de ce côté autre, que Lacan écrit avec un grand A, d'où cette jouissance autre, féminine, qui est une jouissance dont Lacan dira bien qu'elle n'est pas complémentaire à la jouissance phallique, sinon ça ferait un rapport comme ça qui marcherait très bien. Malheureusement, ce n'est pas une jouissance qui dit complémentaire, c'est une jouissance qui dit plutôt supplémentaire. Cette autre jouissance que celle, pourquoi pas celui qui va être du côté femme, va pouvoir expérimenter sans être capable en général, comme le regrettait Lacan, d'en dire grand-chose. Mais enfin, il y a cette autre jouissance qui vient du fait que les femmes, pour ne pas dire la femme, je ne vais pas rentrer dans ce fait que Lacan précisait que la femme en tant que telle n'existait pas au sens de la femme, donc Lacan disait plutôt les femmes, elles sont de ce côté autre, donc pas toutes phalliques. Mais ce pas tout phallique, c'est quand même une piste pour que, entre hommes et femmes, ça se rencontre un peu quand même. Peut-être qu'il n'y a pas de rapport sexuel, mais il peut y avoir des rencontres éventuellement un peu heureuses. Mais dans la récusation actuelle de la fonction paternelle et du même coup de la fonction phallique, car
la dimension paternelle, la fonction paternelle, le nom du père, était primordialement porteur de cette fonction phallique. Du même coup, cette récusation est aussi une récusation en rejet du phallus. Et du même coup, on est plutôt dans un tout pas phallique, dans un pas phallique du tout, que dans un pas tout phallique, ce qui évidemment rend la rencontre beaucoup plus difficile. J'ajouterai qu'en récusant le nom du père et le phallus, le problème n'est pas du tout de récuser le nom du père. Si on peut s'en passer, c'est très bien. Lacan proposait, comme issu de la cure, de pouvoir se passer du nom du père, à condition de s'en servir, disait-il quand même. C'est-à-dire à condition de tenir compte de quelque chose que le nom du père était censé quand même transmettre. Le problème, il est plutôt dans la récusation éventuelle des lois du langage, des contraintes qui viennent du langage lui-même. C'est parce qu'on parle qu'il y a des positions différentes. Une position, on va dire, de l'un et de l'autre. Et ça, on peut vouloir s'en passer, mais malgré tout, elles réapparaissent tout le temps. Et quand on a, par exemple, des patients homosexuels, pour prendre un exemple très simple, et qui sont donc du même sexe, il est très clair que le patient que vous avez sur le divan, vous repérez tout de suite de quel côté il est. Du côté plutôt, on va dire, féminin ou du côté plutôt masculin, quel que soit son sexe. Donc la dissymétrie et le bordel, évidemment, les difficultés, la mésentente, rejaillit aussi bien chez les couples homosexuels que hétérosexuels. Bon. Donc, premièrement, la guerre des sexes qui continue, et deuxièmement, ce qui me semble peut-être plus gênant encore dans cette évolution, plus questionnant, mais en même temps plus stimulant. Enfin, je veux dire, je ne suis pas du tout défaitiste, car ça fait d'abord du travail pour les psychanalystes. Et puis, ce sont des problèmes tout à fait intéressants et qui doivent nous monopoliser, nous attraper et auxquels on doit essayer de répondre. Ce deuxième problème, donc, et je m'arrêterai bientôt là-dessus, ce deuxième problème, c'est que si le trou lié au langage, puisque comme je vous le disais rapidement à l'instant, le langage et la parole impliquent qu'il y ait du manque. Il suffit... enfin, je veux dire, la vie quotidienne de chacun montre qu'on ne se comprend jamais vraiment. Les gens se parlent, ils ne se comprennent jamais vraiment. Hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais je t'ai jamais dit ça. Mais si, tu me l'as dit, mais non. Enfin bon, ce sont les disputes permanentes qu'on voit tous les jours. C'est-à-dire que chaque signifiant ne renvoyant qu'à un autre signifiant, il y a toujours quelque chose qui manque, un trou. Ce que Lacan a même pu appeler le traumatisme, c'est-à-dire le traumatisme originel du trou lié au langage. La fonction paternelle, le nom du père, a sexualisé ce trou, ce manque. C'est ce qu'on a appelé la castration. Mais, du fait de cette évolution actuelle, de cet rejet de la fonction paternelle et de ce vœu d'égalitarisme, et on pourrait dire de modernisme encore, faudrait-il savoir en quoi c'est forcément moderne, mais en tout cas, cette évolution implique que du même coup, ce trou n'est plus forcément sexualisé. Qu'il y ait trou de par le langage ne condamne pas forcément la créature à faire que ce trou concerne le sexe. C'est une citation de Melman dans L'homme sans gravité, là aussi en 2002 déjà. Ça avait à l'époque créé un peu de remous. Hein, les gens trouvaient que c'était un peu excessif. La castration n'est pas la loi définitive de l'humanité, ajoutait-il. On peut dire que nous y sommes, pour un certain nombre de cas, largement arrivés. Mais la difficulté, parce que finalement, que ce trou ne soit pas sexualisé, qu'on soit débarrassé de ce problème-là, pourquoi pas? Parce que ça a causé des problèmes à tout le monde depuis la nuit des temps. Donc on pourrait dire que là où la religion a échoué, peut-être la modernité va réussir. La difficulté, au-delà du fait qu'on a vu que ça n'apaisait pas les relations forcément entre hommes et femmes, la difficulté, c'est que ce trou qui n'a plus sens sexuel, quel sens il a alors? Il est vecteur de quoi? Le trou devient volontiers synonyme d'un espèce de non-sens absolu, volontiers angoissant ou déprimant, ou synonyme de traumatisme, d'où ce que certains ont appelé la société des victimes permanents, victimes de tout. C'est-à-dire que
on en arrive pas seulement à un malaise dans la civilisation, mais aussi une forme de malaise dans la subjectivation, c'est-à-dire sur quoi un sujet va pouvoir s'appuyer pour construire son désir et construire sa vie, si effectivement il n'a pour base que un non-sens absolu et le refus de toute limite sur lesquelles il pourrait s'appuyer, fût-ce pour s'en révolter, évidemment. Mais révolter, je veux dire, se révolter ou contester une autorité, c'est pas la récuser ou estimer qu'elle n'existe pas. C'est éventuellement s'y opposer pour faire mieux. Là, on se retrouve plutôt face à une grande difficulté pour un sujet de construire quelque chose, de construire une subjectivité. Ce qui implique, et je m'arrêterai là-dessus, ce qui implique évidemment des manifestations cliniques, voire des pathologies un peu nouvelles, où la dimension sexuelle, la dimension de conflit psychique, la dimension de culpabilité n'est plus du tout sur le devant de la scène. On se retrouve donc avec des pathologies où cette dimension-là, où ces dimensions-là ne sont plus sur le devant de la scène. Mais plutôt des pathologies dont on ne sait pas, dont il n'est pas le moment du tout de dire est-ce que ce sont des nouvelles formes des structures classiques? Peut-être. Est-ce que ce seraient de nouvelles structures qu'on n'aurait pas encore bien identifiées? Je ne suis pas sûr du tout, mais peut-être. Ou est-ce que ce ne serait pas des formes d'astructuration, c'est-à-dire de sujets qui ne se seraient pas encore vraiment structurés, justement faute de ces appuis-là, et donc qui seraient dans un en-deçà de la structuration, quelque part. Ça semble en tout cas cliniquement s'avérer souvent juste, c'est-à-dire que lorsque un travail psychanalytique peut se mettre en place et à peu près fonctionner, on retrouve assez souvent, mais pas toujours, mais assez souvent, soit une névrose un peu classique, même si c'est sous une forme moderne, mais enfin une névrose obsessionnelle ou hystérique, par exemple, soit une forme de psychose. Mais il y a des cas où, malgré tout, c'est pas le cas. Juste pour finir, donc, ces quelques manifestations ou pathologies psychiques qui occupent relativement le devant de la scène, vous les avez peut-être entendues un peu déjà au cours de mon exposé. Ce sont évidemment les addictions et toutes ces pathologies de l'objet, puisque l'objet est devenu roi. Donc évidemment, toutes ces pathologies de l'objet prothèse, et qui vont des addictions quasiment normales, comme je vous le disais avant, à mon avis, personne n'a oublié son téléphone portable, ou alors il va peut-être faire une crise d'angoisse. Mais ça va des addictions à peu près normales, en tout cas courantes, aux addictions les plus graves et les plus problématiques, évidemment. Dont la logique est de finir à la mort, puisqu'il n'y a pas de limite autre que des limites réelles dans ces cas-là. Donc, heureusement, ça finit parfois par le simple épuisement ou la maladie, mais parfois ça finit évidemment à la mort. Donc, les addictions et les pathologies de l'objet, objet de jouissance réelle. Le pendant de ça, ce sont évidemment toutes les dépressions et autres errances subjectives, c'est-à-dire ce non-sens absolu peut provoquer évidemment cette sorte de panne permanente, d'aquabonisme, comme je dis parfois, des patients qui vous disent en permanence à quoi bon changer de partenaire, de ville, de métier, de toute façon, tout ça n'a pas d'intérêt, n'a pas de sens, n'a pas de... Donc cette sorte comme ça d'errance et de panne, parfois teintée d'angoisse aussi. Comment interpréter le fait que la satisfaction n'est jamais au rendez-vous s'il y a rien qui est proposé pour ça. Également des pathologies dites volontiers traumatiques. Quand on n'est plus l'enfant du nom du père, ou l'effet du nom du père, mais plutôt l'enfant d'un événement, d'un trauma, d'une attitude, d'un harcèlement, de je ne sais quoi. Et donc c'est toujours la faute, évidemment, soit d'un événement dû au hasard, soit de quelqu'un qui vous a maltraité, qui vous a pas... Donc toutes ces pathologies traumatiques où le réel fait intrusion sans que les dimensions symboliques et imaginaires soient vraiment en mesure de traiter ce réel qui écrase, qui s'impose à un sujet, comme les événements traumatiques les plus graves qu'on peut connaître. C'est toujours une irruption d'un réel que les capacités symboliques et imaginaires d'un sujet ne permettent pas de traiter. Et puis, quatrième manifestation ou pathologie psychique qui occupe le devant de la scène aujourd'hui, ce sont toutes ces pathologies
qu'on pourrait dire du passage à l'acte permanent, des passages à l'acte permanent, ce qu'on a appelé d'hyperactivité. Alors nous, les analystes, on n'aime pas ce terme parce que c'est un terme créé par d'autres que nous, et notamment même par des laboratoires. Mais enfin, les gens qui ne tiennent pas en place, les problèmes d'hyperactivité, les problèmes de passage à l'acte permanent, qu'on les appelle comme ci ou comme ça, on peut décider un autre nom. Mais l'hyperactivité et les passages à l'acte, ils occupent une place importante chez un certain nombre de sujets. Donc vous voyez, ces pathologies de l'objet, ces pathologies justement de la panne du désir, parce que finalement, il y en a qui en ont marre de courir. Cette course à la jouissance, à la performance, évidemment, il y en a qui rendent les armes et qui se présentent sous cette forme d'une dépression, qui n'est pas la dépression névrotique grave, qui est une espèce de dépressivité comme ça, d'absence de tonus. Et puis, ces pathologies du passage à l'acte ou du fait de ne pas tenir en place, de sujets qui alors, ils vont vous raconter qu'ils font 3 mois en Australie, après ils vont revenir, ils font 4 séances, après ils repartent au Vietnam 2 mois, ils reviennent faire une séance, ils demandent une visio depuis Singapour. Bon, ils ne tiennent pas en place. Sauf s'ils demandent une visio et qu'ils reviennent après, c'est qu'il y a quand même un lieu, le cabinet du psychanalyste, qui peut-être fait une ébauche de Heim au sens freudien, d'un chez-soi. Et je crois, et je m'arrêterai là-dessus, je crois que... C'est pour ça que je vous disais que je ne suis pas pessimiste. Je crois que le cabinet du psychanalyste est encore l'un des rares lieux, peut-être le seul, enfin ça serait un peu présomptueux, l'un des rares lieux où un sujet peut essayer de s'entendre et de trouver un chez-soi. Même ces sujets modernes qui sont à la fois plus libres et plus perdus que les névrosés freudiens, les névrosés viennois, mais ce sont des sujets qui, chez un analyste, éventuellement, peuvent, je dirais, dans le travail qu'ils vont faire avec cet analyste, dans ce travail transférentiel, ils peuvent trouver l'ébauche d'un chez-soi. Et quand un patient vous dit parfois en rigolant quand j'arrive chez vous, je fais le col de chez moi, ou quand je rentre chez moi, je fais le col de chez vous, c'est presque gagné déjà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Thierry pour cette ouverture du champ de la réflexion. Mathilde Marais-Semper va commencer la discussion. Nous avons du temps jusqu'à 11h pour lancer précisément les réflexions. Mathilde, si vous voulez. Oui, alors merci beaucoup Thierry pour cet exposé qui nous met vraiment dans le bain des questions saillantes qui vont être mises au travail aujourd'hui, sans doute. Alors, il y aurait énormément de choses à reprendre. Des questions qui sont vraiment très importantes du point de vue clinique. Il y a celle qui a été posée de la structure, enfin de la plus loin structure, et donc point d'interrogation de la-structure. Voilà. Alors, c'est une question qui m'intéresse particulièrement parce que puisqu'on l'aborde aujourd'hui à partir de la sexuation, de la légitimité de la primauté du phallus. Alors voilà, je me demandais ce que tu pensais là de ce qui pourrait éventuellement aujourd'hui recouvrir le trou inhérent au langage. Est-ce que ça peut être autre chose que le phallus, alors que finalement, quand on parle d'une astructuration, est-ce que d'une certaine manière, on ne s'en réfère pas toujours au phallus c'est-à-dire, là, je pense à la phobie qui est considérée par Jacques Lacan dans son séminaire D'un autre à l'autre comme plaque tournante. Donc, il dit finalement que c'est une espèce d'état comme ça qui pourrait se solder du côté d'une névrose obsessionnelle ou hystérique, voire d'une perversion. Et du coup, il exclut, en tout cas dans ce séminaire, la psychose. Or, quand on voit les choses comme ça, on fait l'hypothèse qu'il y a plutôt une espèce de structure en suspens, mais du coup, que le sujet pourrait être amené à se structurer du côté de l'une des structures cliniques traditionnelles, notamment la névrose ou perversion.
Et donc finalement, ça présuppose dans ce cas qu'on s'en réfère toujours, une fois encore, au phallus, que c'est toujours le phallus qui recouvre le trou. Alors donc, première question par rapport à tout ça, est-ce que quand tu envisages une astructuration, pour toi, ça implique nécessairement une référence au phallus ou pas ? Est-ce qu'il y aurait une autre manière d'être astructuré que pour un sujet, qu'une espèce de structure en suspens ? Écoute, d'abord le terme de A-structure, A-structure, fait entendre aussi l'objet petit h, je trouve. C'est-à-dire qu'on est plutôt là centré sur l'objet A que sur le phallus. Le phallus, nous on en parle, mais je ne suis pas sûr que dans beaucoup d'autres lieux, on puisse beaucoup échanger sur ce terme. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus efficient, mais bon... comment te dire, les lois du langage impliquent de fait cette différenciation. Alors, si on l'appelle phallus, ça signifie que ce trou a été sexualisé. Alors, soit on estime, comme tu le laisses un peu entendre, soit on va dire que malgré tout le phallus va revenir, c'est-à-dire que cette sorte de récusation est finalement quelque chose de temporaire et qu'à un moment, il va bien falloir faire avec cette différence et qui est une différence qui est liée en partie à la différence des sexes et aux lois de la parole. Donc, soit on va estimer que tout ça effectivement est provisoire et qu'il va bien falloir qu'il soit à nouveau question de cela, soit on peut faire une supposition, moi je n'ai pas la réponse, que ce phallus, non. C'est-à-dire, dans la clinique, dans certains cas cliniques, voilà, en tout cas, on tâche de s'en passer. Nous, on estime que malgré tout, on pourrait dire on peut s'en passer à condition de s'en servir, c'est-à-dire à condition de tenir compte de cette différence-là. J'aurais tendance à dire qu'il y a un moment ou un autre où le sujet va s'y confronter à cette dimension-là. Mais il y en a qui font beaucoup d'efforts pour ne pas s'y confronter. Mais après, est-ce que ça peut faire une structure pérenne ? Je ne sais pas. Parce que simplement, considérer que, une fois encore, le trou inhérent au langage pourrait être pris, comme le fait Charles Melman justement dans L'homme sans gravité, enfin voilà, qu'il n'est pas obligé que ce soit repris par un signifiant phallique, alors là, ça nous, ça nous fait perdre tous nos repères en tant que psychanalyste, puisque qu'un sujet se positionne du côté d'une forclusion du nom du père ou du côté d'un déni ou simplement d'une reconnaissance, enfin, c'est notre position d'analyste aussi qui va en être un peu changée. Donc ça... Et si tu prends le nœud borroméen, le phallus n'est plus au centre du nœud borroméen, c'est l'objet petit a. Ouais. Le phallus est déjà décentré chez Lacan dans le nœud borroméen. Il est encore là. Hein. Voilà. Il est décentré. Donc, ouais. Vas-y Stéphane, et ensuite on passera... Oui, ensuite on donnera la parole à la salle. Ça, c'est une question... La question du nœud borroméen et de la situation du phallus par rapport au nœud borroméen. Mathilde, merci pour votre discussion. Moi, ce que je voudrais proposer ici, te proposer, Thierry, le phallus, j'en parlerai un peu cet après-midi, est lié aux effets d'écriture. L'écrit suppose le phallus. Le nœud borroméen lui-même peut être considéré en tant que nœud comme, justement, l'inscription du phallus, le nœud A3. Voilà, c'est une proposition que je fais parce que si le phallus n'apparaît pas dans le tracé, dans l'écriture du nœud, c'est que le nœud, en tant qu'écriture, réfère au phallus. Il ne peut pas en être, me semble-t-il, autrement. Mais enfin bon, je livre ça à la discussion et je laisse aussi la parole à la salle. Qui souhaiterait... Ok.
Oui. Oui, donc je suis pas du tout. Je suis professeure de piano, Agnès Gutmann. Je suis pas psychanalyste, mais bon, bref, vous me connaissez, je crois. Et en tout cas, vous, là. Et voilà. Mais juste, et donc, je suis professeure, donc je vois beaucoup de jeunes aussi. Je reste debout, je sais pas comment on fait. Je suis la première, donc voilà. Juste, j'étais un peu étonnée parce que quand vous dites le trou, en fait, vous employez un terme visuellement sexuel, quoi, et féminin. Et je suis un peu étonnée parce qu'on parle du phallus qui va recouvrir le trou ou qui va pas, ou etc. Et pourquoi pas avoir dit le vide ? Pourquoi mettre un visuel féminin sexuel dans quelque chose qui, quelque part, ne dit pas du tout la femme. Enfin, elle n'est pas concernée dans l'histoire. Donc pourquoi pas trouver un terme plus juste qui, justement, enlèverait... Pourquoi c'est encore la femme, quoi. Pourquoi est-ce que ça invoque la femme, le trou? Je suis désolée. J'imagine que si on faisait un sondage, tout le monde y a pensé. Donc pourquoi puisque c'est un trou de langage, c'est un autre chose, c'est un autre trou, donc c'est un autre vide. Pourquoi pas trouver un terme qui soit pas le même? Et puis aussi, tout à l'heure, Thierry Roth a dit par rapport à la baisse de sexualité des jeunes, etc., qu'elle concernait, on va dire, un peu plus les hommes, dans le sens où il y aurait des problèmes de baisse de désir, etc. Et en fait, il y a tout un truc dans la libération, genre la pornographie, énormément de choses qui sont extrêmement tendues. Enfin, les jeunes, très tôt, voient du porno, voient plein de choses. Donc, en fait, il y a d'autres freins qui se passent, et je ne suis pas du tout sûre que cette chute, que les femmes soient juste dans le plaisir en ce moment. Parce qu'il y a tout un système de défensive qui se met en place. On va demander peut-être de ne pas être trop long pour les questions, mais... Oui, en 2 mots. D'abord, je vous remercie pour ces remarques qui montrent à quel point c'est difficile de se passer du sexe. C'est-à-dire qu'on y revient toujours et qu'il suffit de parler de trou dans le langage, qui était un terme de Lacan, qui n'était pas, à ce moment-là, un terme forcément sexuel, pour que tout de suite vous pensez que tout le monde y voit encore la faute de la femme. Comme quoi, on en parlait avec Mathilde à l'instant, c'est pas évident de s'en extraire, ça revient toujours. Bon. Puis pour ce qui est des jeunes, écoutez, bon, ce serait un peu long de répondre là-dessus, mais il est évident que pour les garçons, une sorte d'injonction de la performance fait que de plus en plus, ils finissent par vouloir parfois s'en écarter. La femme continue à faire peur aux hommes. Enfin, ça, c'est pas nouveau, mais peut-être sous une forme un peu différente, puisque la femme étant plus libre, elle fait peut-être encore plus peur qu'avant. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va prendre une question et ensuite on donnera la parole à Jean-Pierre Lebrun. Et puis il y aura d'autres questions après qui pourront se relancer. On peut pas... Il y a monsieur avant vous, et puis on écoutera Jean-Pierre Lebrun, et puis on relancera les questions. On aura du temps. De toute façon, on a prévu une discussion qui reprendra l'ensemble à partir de 16h ou 16h15, je ne sais plus. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Alors, merci de permettre au public de s'exprimer. Alors donc moi, je vais m'appuyer sur l'analyse que j'ai faite pour essayer de comprendre les concepts que vous avancez. Et donc, lorsque vous dites que le patriarcat, en fin de compte, c'était une répression, il y avait une répression par rapport à la sexualité, et le fait que le patriarcat ait disparu, ça a levé la répression, en fin de compte, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Actuellement, c'est plutôt maintenant que la répression existe. Parce que moi, ce que j'ai compris dans l'analyse, c'est qu'en fin de compte, le père va permettre une séparation de l'enfant par rapport à la mère, justement, pour se libérer de la répression incestueuse, angoissante, entre l'enfant et la mère. Donc, justement, je pense que le patriarcat imposer des règles justement de séparation afin de permettre justement cette séparation et justement la levée de l'angoisse. Et j'ai plutôt l'impression que du fait que ce père autoritaire a disparu,
l'enfant se retrouve en fin de compte dans les affres angoissantes maternelles, et ce qui explique en fin de compte les problèmes qu'on vous dit de moins de sexualité. En fin de compte, c'est un problème par rapport au désir, c'est-à-dire que l'enfant est pris dans une conflictualité névrotique, incestueuse, et qu'il n'arrive pas finalement à vivre son désir, et que tous ces objets, en fin de compte, ce ne sont pas des objets autonomes qui apporteraient une alternative par rapport à la sexualité, mais en fin de compte, les objets, c'est uniquement une représentation imaginaire, toujours, de la mère. C'est-à-dire que moi, je raisonne toujours par rapport au trio familial, le père, la mère, l'enfant, et qu'en fin de compte, l'enfant est toujours en prise, et encore plus en prise avec l'angoisse de l'inceste. Après, il y a une autre chose que je voudrais dire, justement, je suis d'accord avec l'intervention. Si vous voulez bien. Oui, mais voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez posé une question qui est précise. Peut-être Thierry Roth va répondre un peu. Voilà, merci. Voilà. Thierry, si tu veux bien. Oui, en deux mots, je vous remercie. Je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire. Je crois que ça reprend autrement ce que j'ai pu dire. Comme toujours, dans tout progrès, on gagne et on perd. Hein, je veux dire, c'est le cas de le dire. Mais je crois qu'évidemment, le père, qu'on a souvent défini comme l'interdicteur, a été aussi celui qui a pu promouvoir la différence des sexes et la sexualité, et qu'il est clair que cette chute du patriarcat, qui a des effets, on peut dire entre guillemets bénéfiques, a aussi des effets tout à fait délétères, et notamment du côté de ce qu'on a pu dire sur l'absence de repères, là aussi c'est le cas de le dire, et la difficulté pour quelqu'un de se situer dans son identité sexuelle et dans son rapport à l'autre sexe, si tant est qu'on n'est toujours que deux. Et donc il est évident que ça pose des problèmes. Il ne s'agit pas du tout de dire que ni que c'est mieux maintenant, ni que c'était mieux avant, mais de dire que les problèmes changent, c'est tout. Merci beaucoup, voilà. Thierry.